Vous êtes bien sur le podcast de Creepshop.com, le premier officiel du nom. Cette semaine, ce mois-ci même, puisqu'on a décidé qu'on en faisait un tous les mois, on va s'intéresser aux web-séries. En particulier, on va s'intéresser aux web-séries en général, mais en particulier ici à deux web-séries, puisque nous avons la joie et l'honneur de recevoir deux réalisateurs. Nous avons tout d'abord Nicolas, un des trois réalisateurs de la web-série Hello Geekette. Bonjour à toi. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va bien, écoute. Eh bien écoute, c'est super, ça me fait très plaisir. Et nous avons également François, le réalisateur, scénariste et producteur, si je ne me trompe pas. Oui, dans le sens où on n'a pas d'argent, on peut dire que je suis producteur. Voilà, du visiteur du futur. Bonjour. Bonjour à toi, merci à vous deux d'être présents. Merci à vous. Non, c'est un plaisir. On a évidemment, comme tous les mois, Bruno, pseudonymé Piv. Bonjour tout le monde. Comment ça va ? Très bien. Nous avons François. Bonjour. Pseudonymé, je ne sais pas, la bûche, disons, par exemple. Et pour vous accompagner, c'est moi-même, Joe, pseudonymé Sigboy. On va commencer par un petit questionnaire, un tout petit truc qu'on a préparé tous ensemble, une sorte de rendez-vous qu'on va essayer de proposer aux gens qui écoutent ce podcast. Un petit questionnaire de quelques questions donc, que je vais vous poser tout de suite. On va commencer par toi, Nico. Ton œuvre honteuse préférée ? Ça peut être un film, un livre, n'importe quoi. J'adore Dune. Il y a plein de gens qui détestent Dune. Moi, j'adore Dune. Alors, je sais pas si c'est honteux ou pas. Si, c'est un peu. Un peu. Sinon, Sinon, j'adore. sur une échelle de 1 à 10 de honteux, on peut dire que c'est 6. J'adore Golden Child avec Eddie Murphy. Je sais pas si c'est honteux. Ah ouais, moi, ça me fait mourir. Non, L'enfant sacré du Tibet. J'ai mieux. C'est pas honteux ça, c'est vachement bien, c'est un film d'enfance. Et sinon, Non. Superman 3 avec Richard Pryor. Ça, c'est Ouais. tendu. Alors, Ouais, ok. ça c'est plus Là, tendu. à partir du moment où on Vraiment. refuse, ça veut dire que tu as Non. bien répondu à la question. Je te pose la même question, François. J'aime beaucoup Super Mario Bros, le film. Ah, ça, c'est Pour être vrai. le seul. C'était le sujet de notre premier podcast test, les adaptations foireuses de jeux vidéo au cinéma. Et il se plaçait là un peu. Ah ouais, non mais il est loupé, hein, on est d'accord. Hein. D'accord, eh ben, écoute, merci. Deuxième question, Nicolas, je m'adresse à toi. Quelle est ta drogue préférée ? Alors, c'est pas obligatoirement une drogue illégale. Hein. Les bons films. Et les mauvais. Les films. Comme ça fait beaucoup de drogue. François. Peut-être plus les séries. D'accord, en général. Ouais, enfin, disons que je déguste, on va dire, des bons films, mais je me drogue aux séries. Hein. D'accord, ok, je vois. Oui, la nuance est intéressante. Dernière question. Nicolas, je m'adresse à toi. T'étais où hier soir ? J'étais chez moi. Ce n'est pas très intéressant. Mais bon. Mais qu'est-ce que tu faisais ? J'ai maté un film. Et c'était bien. très bien. On veut pas savoir ce que c'est, on veut juste savoir si c'était sympa. Tout va bien. Sympa, c'est pas le mot, mais. C'était Dune. Non. Parce que je le regarde une fois par mois. François, t'étais où hier soir ? Alors hier soir, j'étais chez moi et on était en train de tourner une sorte de, on peut dire une web série, même si c'est pas vraiment fictionné. Ça s'appelle Les Grands Débats, qui est sur mon site. Et D'accord. on faisait une session de grands débats où en fait c'était une sorte d'impro Ouais. où on débat de sujets de geek ou pas forcément. Donc on a fait des sujets comme qu'est-ce qui est mieux entre papa ou maman Ouais. et qu'est-ce qui gagne entre Moundir et un Predator. Ça, j'aime bien ça. Et tu sais que j'ai pensé, quand j'ai vu le dernier Predator, je me suis dit ce serait tellement bien qu'il y ait Moundir dedans, quoi. Mais franchement, ce mec-là, il déchirerait un Predator, c'est sûr. Vous en êtes arrivé à quelle conclusion ? Ah bah il faut le voir, je vais monter le débat mais c'est un peu ex aequo, hein, les arguments se valent beaucoup. Hein. Où est-ce qu'on peut Mais- voir ça ? Bah ce sera, alors c'est pas pour l'instant, ce sera peut-être dans quelques mois en ligne sur frenchnerd.com. C'est Très là où il y a bien. tous les autres débats qu'on a mis en ligne depuis un an, quoi. Frenchnerd.com, voilà, si vous écoutez, vous savez où vous rendre si ça vous intéresse. On va partir dans le vif du sujet. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, les web-séries et les vôtres en particulier. Alors moi, ici on est à la bonne franquette, hein, c'est-à-dire qu'on discute de sujets qui nous intéressent, mais évidemment on doit un peu se fixer des axes hein, si on veut que ça aille quelque part. Alors moi, je me disais que ce serait cool de commencer par nous expliquer un tout petit peu vos parcours avant les web-séries, ce qui vous a amené vers ça. Vos formations si on veut, mais surtout ce qui vous a donné l'envie de le faire, votre passion en fait pour les web-séries. On commence par toi, Nico. Allez, donc moi j'ai fait une école de cinéma, c'est pour ça que je suis venu à Paris, où j'ai rencontré donc Julien Pichard et Jérôme Galloz avec qui je fais Hello Geekette, donc on est 3. Ouais, Et après, on a fait comme tout le monde, on a fait plein de petits courts-métrages. d'accord. Voilà, et puis en fait, on se connaissait. Fais Tous les attention gens, de bien parler Ouais. en face de ton micro. tous les gens qui sont dans Hello Geekette, en fait, on les connaît depuis des années. Et donc Ouais. à un moment donné, on se voyait un peu moins.
Et on s'est dit plutôt que de se voir juste pour faire la fête, on va essayer de faire un petit truc pendant un week-end et de faire la fête après. Ouais. Donc on a fait les 4 premiers épisodes d'Hello Geekette. Coup sur coup. Ouais, dans le même week-end. Après on est tous partis en vacances, on l'a mis sur Dailymotion et puis quand on est revenu il y avait 200 000 visionnages, donc des gens qui nous disaient mais où sont les autres? Ouais. Et donc on dit bah on va faire les autres. Très bien. Donc voilà. D'accord. Donc, on a fait enfin un truc qui marchait. T'as fait quoi comme école de cinéma? Ça s'appelle l'ESEC. Ah oui, t'as fait les EC. Ouais, Comme quoi on peut faire une école de cinéma et pas faire du cinéma d'auteur. voilà. Ah, mais, non mais l'ESEC, c'est pas la Fémis, hein, y a Non, tout, c'est pas donc, la pire. Voilà. On est bien d'accord. Donc il y avait tout. Très bien. Écoute, merci. Et toi, François, qu'est-ce qui t'a amené vers tout ça? Moi, je fais des films depuis le lycée avec mes potes. Et après, j'ai commencé à me former, à me dire, techniquement, c'est un peu nul mes films. Il faudrait peut-être que j'apprenne à cadrer et à faire de la lumière. Donc, j'ai fait un BTS audiovisuel à Boulogne. Voilà, donc c'est assez technique, mais très bonne formation. Parce que c'est exactement ce qu'il me fallait. À côté, je me suis un peu formé au montage, parce que maintenant, avec le logiciel sur Internet, tout le monde peut se former au montage un peu tout seul. Et donc ça fait quelques années que je faisais des vidéos, sauf que là, depuis donc, 1 an et demi, j'ai décidé de commencer un blog où je me forçais régulièrement à faire des vidéos, etc. Ce qui sont devenus des web-séries finalement. Et l'un des concepts qu'on avait eu, mais un peu en expérimentant en fait, c'est le Visiteur du futur. Donc on avait fait 3 épisodes et c'est un peu comme Nicolas avec Hello Geekette, c'est-à-dire que on s'est surtout dit, il fallait surtout qu'on s'amuse d'un premier temps avec des gens avec qui on aime bien délirer et tout, sauf qu'on essaie de faire un truc qui soit propre. Et les gens ont bien aimé et donc on s'est dit on tient peut-être un truc intéressant et il fallait continuer quoi. Et les trois premiers que vous avez fait coup sur coup, et je pose d'ailleurs la même question pour Hello Geekette, c'est les épisodes qui se sont finalement retrouvés au final sur les sites? Ce sont les mêmes? Oui. D'accord. Ouais, c'est comme des pilotes, sauf que nous on les met en ligne, on n'a pas honte. Bruno, t'as envie de réagir? Ouais, j'avais une question pour Nicolas et François par rapport à leur parcours et à ce qui les amène ici aujourd'hui. Est-ce que dans vos écoles respectives, vous vous sentiez un peu à part ou pas, tout simplement, par rapport à vos influences culturelles? Est-ce que vous étiez pas comme les autres? Alors moi non, parce qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait un peu tout. Et Ouais. il y avait Julien, donc avec qui on a commencé à discuter comics très rapidement. Donc Julien Pichard. Donc, Alors qui est-il? Qui est cette personne? Et donc c'est l'un des 3 créateurs d'Hello Geekette. D'accord, très bien. Et donc non, il y avait tout. On pouvait parler de cinéma aussi bien de parler de Dune que de parler de films plus d'auteur. Donc c'est pas la Fémis, quoi. Donc il y avait vraiment. Ma question, elle revient par rapport au fait que souvent j'entends dire des mecs sortir d'école de cinéma, moi j'en ai pas fait, mais putain, moi je kiffe McTiernan et tout le monde s'en branle dans l'école, ça me saoule. Donc je sais pas, est-ce que vous avez été confronté à ça aussi? Moi je vois François qui fait oui de la tête, oui de la tête. Bah non, mais très clairement, même si j'étais dans une formation technique, c'est vrai que dans la classe il y avait vraiment pas 2 clans, mais voilà, 2 sensibilités. T'avais vraiment le film d'auteur, le cinéma français, et les autres c'était les films de notre enfance des années 80, John McTiernan et compagnie. Et donc ce qui fait que c'est vrai que ça, moi je me suis forcément retrouvé avec des gens comme Slimane Baptiste, avec qui je tourne toujours des vidéos, qui réalise aussi des vidéos, donc on s'est pas mal retrouvés. Donc je pense pas qu'on était vraiment des aliens, on sait juste que on a compris qu'il y avait des gens qui aimaient ce genre de film et d'autres pas, mais bon, ça il y en a partout, c'est pas que dans les écoles de cinéma, c'est aussi même dans les cercles d'amis. Bien sûr, mais moi je rebondissais sur la question de Bruno parce que on a vu, on s'est maté ensemble un des épisodes en particulier de Hello Geekette où on a l'impression, je sais pas lequel de vous 3, en a après les amateurs de cinéma d'auteur un petit peu. Je parle de l'épisode qui est une sorte de pastiche du film Le Sixième Sens de Michael Mann, où un tueur en série est un bobopathe en fait, et il force ses victimes à regarder des films d'auteurs français pour les faire mourir. Le truc c'est que nous on est geeks, mais on a aussi des copains qui sont pas du tout geeks, voire bobos. Ouais. Et donc quand on fait des soirées, ça revient, il y a des discussions sur tel film, tout ça. Donc d'ailleurs c'est un peu le principe de la geekette, c'est de mélanger des geeks avec des gens non geeks et de voir ce que ça donne, de voir que quand il y a des conflits, est-ce qu'il y a aussi des points communs, est-ce que donc il y avait un passage aussi dans Geek Bobo où il y a un mec qui commence à dire moi le Seigneur des Anneaux tout ça, et l'autre qui vient qui lui met un coup de tête, donc ouais.
dans la Voilà, soirée. Donc il y a pas mal de clivages, ouais, mais. Donc il y a un petit côté autobiographique quand même. Oui, malgré tout. beaucoup. On y reviendra, mais d'accord. Parce que oui, si, on a qu'à y revenir tout de suite. Il y a une grosse différence entre vos deux séries. Hello Geekette, c'est effectivement, on sent qu'il y a un côté autobiographique et que c'est quand même des scénettes, même si c'est exagéré, qui sont quand même tirées du quotidien un petit peu. Le Visiteur du futur, c'est beaucoup plus scénarisé ça a l'air d'être plus scénarisé sur le long terme en fait. C'est-à-dire que, alors je sais pas si vous êtes parti comme ça dès le départ, si chez Hello Geekette, on s'est dit dès le début que ça allait être des scénettes un petit peu de vie, et chez le Visiteur du futur, est-ce que dès le départ, tu avais un scénario en tête ou pas? Parce que finalement, quand on regarde toute la première saison, ça forme vraiment un tout. Oui, bah c'était ça le gros challenge, parce que ça, j'ai jamais caché que les 3 premiers épisodes, on les a tournés tels quels, et j'avais pas vraiment, enfin, j'avais quelques idées pour la suite, mais pas tant de ça. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça me saoulait de faire des sketchs en fait. C'est-à-dire que Ouais. j'avais du mal à me renouveler là-dedans, et je me suis dit tiens, ce serait peut-être intéressant, c'est d'essayer d'y mettre un côté feuilletonesque. Et c'est là où en fait la série a commencé vraiment à intéresser les gens, parce que les gens commençaient à analyser tous les détails, à Ouais. vouloir deviner la suite. Et donc ça a été un peu construit un peu au fur et à mesure. C'est un peu comparable à quand t'es dans un train et tu mets les rails devant en même temps que le train continue à C'est avancer. ça. Mais Donc je m'étais pas tellement trompé Non. en pensant que la brigade temporelle allait arriver après. bah, non, en fait, ça c'est une des premières idées que j'ai eues après qu'on a décidé de vraiment faire une série. C'est de Ouais. dire tiens, bah, il faudrait qu'il y ait des méchants. Qui seraient les méchants? Un mec qui voyage dans le temps, bah, son ennemi c'est quelqu'un qui l'empêche de voyager dans le temps. Voilà, donc la brigade temporelle arrive. Après, il y a quelques idées qui étaient là quand même depuis longtemps, comme bon, pareil, on va spoiler toute la série, hein, je sais pas si ça vous intéresse, mais bon, il y a l'identité, comment dire, du grand méchant de fin était pour moi assez claire depuis le début, sauf qu'on n'en parle pas et tout, donc Ouais. on n'a pas non plus improvisé et fait n'importe quoi au fur et à mesure. J'ai essayé vraiment de prévoir, on va dire à chaque fois, les 5 prochains épisodes, à chaque fois j'en tournais un, Mhm. mais je me permettais de de tout changer si j'avais envie, parce que le plus important c'est de surprendre les spectateurs qui se disent pas ah bah c'est exactement ce que j'imaginais depuis 2 semaines, tu vois. Oui, d'accord, je vois bien. Et sur Hello Geekette, d'une même manière, sur la deuxième saison, on sent que là, du coup, c'est plus les épisodes sont moins des instantanés, et vous avez quelques épisodes qui se recoupent, qui sont par 2 ou par 3, mais qui forment des petites histoires un petit peu plus au long cours. Bah oui, la différence entre la saison 1 et la saison 2, c'est que la saison 1, on faisait des épisodes coup par coup. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait fait un, on faisait bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour le prochain? La saison 2, on s'est réunis au début, donc avec Julien et Jérôme, et on s'est dit, bon, et si on faisait un peu une trame, est-ce qu'on a envie de faire un truc un peu plus. Et donc, en fait, il y avait 2 trames qui courent un peu sur toute la saison. C'est d'un côté montrer donc Cédric, qui est l'informaticien qui va essayer de sortir avec une fille, Mhm. et en même temps, en parallèle, montrer Greg, qui est le branleur un peu, Ouais. qui lui va foutre son couple en l'air, et donc de montrer les 2 trucs en même temps. En parallèle, quoi. Voilà. D'accord, ok. Un peu le geek qui réussit son couple et le branleur qui le rate, voilà. Très bien. Ce qui nous amusait. Bon, c'est plutôt. Du coup, c'est bien parce que ça crée une évolution cohérente en fait, je trouve. Et on voit que de la saison 1 à la saison 2, il y a vraiment une évolution non seulement visuelle, mais dans la volonté de créer une histoire plus suivie, effectivement. Et dans le Visiteur du futur, alors la saison 2, ça va débarquer dans pas longtemps. Oui, normalement, oui, vers octobre. J'ai pas encore annoncé de date officielle pour pas faire de fausses promesses. Ouais. Mais oui, c'est là, on est en train de finaliser on a tourné pour l'instant que 3 épisodes. Et après, on va se réunir pour voir si on en fait d'autres. Parce que je veux pas embarquer mon équipe dans un truc qu'ils ont pas envie de faire. Donc il faut vraiment qu'on se voit tous, qu'on voit les épisodes et qu'on décide ensemble si on en fait d'autres. Voilà. Donc pour l'instant, il y a 3 épisodes de la saison 2 qui sont pratiquement prêts. Parce que j'imagine que ce soit pour Hello Geekette ou pour le Visiteur du futur, il y a un moment où la demande commence à être finalement assez importante. Vous avez une fanbase qui s'élargit de jour en jour. Je crois qu'Hello Geekette, vous en êtes à 1,5 million vues. Et le Visiteur du futur, vous avez dépassé les 2 millions. C'est quand même énorme. Est-ce que il n'y a pas une sorte de pression qui commence qui se monte au moment où vous dites... On a commencé à faire une série pour se faire plaisir, pour expérimenter des choses, pour travailler avec des potes, et tu te rends compte que finalement ça fonctionne et que ton travail finit par être conditionné par la demande extérieure ou pas? Parce que par exemple, je me dis, le Visiteur du futur, quand tu vois la fin de la première saison, c'est assez conclusif finalement. Oui, je voulais pas justement... parce que je savais pas si j'allais faire de deuxième saison, que je voulais qu'au moins les gens puissent se dire la première saison elle est bien, elle a un début, un milieu, une fin, elle est satisfaisante.
Donc il fallait qu'on termine en retombant sur nos pattes. Ça c'était le plus dur à trouver en termes de scénario. Mais pour l'instant, pour moi, je m'estime assez chanceux parce que la pression, elle est que positive. C'est-à-dire que vraiment, les gens ont l'air de comprendre comment on travaille, dans quelles conditions on travaille, et donc ils sont assez tolérants et surtout, ils acceptent que à chaque fois, je leur donne jamais la même chose. Enfin, c'est un truc que moi j'essaye de faire au maximum, c'est de pas faire des mécanismes qui soient répétitifs. Et c'est pas facile parce que quand ils sont habitués à un truc, ils aiment bien recevoir la même chose tout le temps. Donc là-dessus, moi je pense que je suis assez chanceux. La pression elle est pas énorme, même si des fois j'ai le droit à des mails de théories de fous en milieu de saison où les gens imaginaient comment se termine la série et essayer de prendre la série vraiment premier degré au pied de la lettre, quoi. Donc, ce qui est un peu, parce qu'au final, même s'il y a un scénario, même s'il y a un feuilleton, etc., ça reste quand même beaucoup de, comment dire, une satire de la science-fiction. Donc on se moque de la logique de la science-fiction. Mais oui, puisqu'il y a pas mal de moments, enfin moi en tout cas devant la première saison, je me suis dit mais ça ne veut rien dire. Totalement. C'est ça. Et où vous en jouez de toute façon, c'est assumé. Exactement, donc on joue le fait que dans la science-fiction, c'est vraiment partie des films, enfin des films d'un genre qui sont extrêmement codés et qu'on accepte sans réfléchir en fait. Et dans le Visiteur du futur, des fois, on met le doigt sur des trucs qui sont codés, mais qu'on dit mais en fait c'est débile. Comme le fait que souvent quand on voit un personnage et son aïeul, il est souvent joué par le même comédien mais avec une moustache ou un chapeau. Oui. Et là, le personnage se retrouve face à un mec qui est joué par le même comédien. Et on lui dit c'est son aïeul, et le personnage l'accepte en disant ok d'accord c'est son aïeul, voilà. Et à la fin il lui dit mais non mais mon aïeul, réfléchis, mon aïeul ne peut pas avoir la même tête que moi, c'est absurde. Donc on essaie de mettre en valeur certains trucs comme ça, et ça énerve les gens en fait, parce que les gens qui sont fans vraiment premier degré, ils disent mais en fait on se fout de ma gueule un peu, et c'est un peu vrai. On se dit ouais mais on vous rappelle que la science-fiction des fois ça peut être très débile, même la science-fiction la plus intelligente, la plus bien faite, repose sur des codes absurdes, et le voyage dans le temps est par définition la notion la plus absurde jamais inventée, parce qu'on ne pourra jamais voyager dans le temps quoi qu'il arrive, et ça ne marche pas. Enfin ça défie toute notion de réalité en fait. Ouais. Et forcément quand on dit ça aux gens, ils sont ah non pas du tout, je suis sûr qu'on pourra voyager dans le temps et tout, avec la technologie, etc. D'après Einstein, c'est possible. Moi j'en connais qui ont des théories assez balèzes là-dessus. Mais la théorie de la relativité le permet tout à fait. Oui mais en théorie. Bah vas-y fais-le Bruno. non mais disons que le problème, Bruno c'est il se la pète comme ça, genre oui on peut voyager dans le temps. Non mais c'est simplement parce qu'on n'a pas les outils aujourd'hui pour voyager à la vitesse de la lumière, c'est tout. Bah, oui voilà, mais là c'est ça, c'est tout. Mais mathématiquement, les équations existent quoi. Je veux dire simplement on n'a pas de moteur pour aller à 300 000 km/h. Mais voilà, mais c'est ça que je trouve rigolo, c'est que on a une notion de c'est potentiellement possible, et donc on dit ok, et donc on marche à fond, tu vois. Mais quand on essaie de réfléchir sur les détails, ce que dans la série on essaie de réfléchir sur potentiellement qu'est-ce que ça ferait si on voyageait dans le temps, ça implique que des paradoxes, ça implique que des trucs qui peuvent que se retourner contre les personnages, et c'est ça sur lequel on s'amuse. Et dans les films, des fois ils jouent là-dessus, des fois la qualité de certains films de science-fiction sur le voyage dans le temps, c'est que ils te font oublier que c'est pas possible, et que ils te font accepter des règles, alors que la suspension d'incrédulité. Voilà, mais c'est ça qui est génial, c'est pour ça qu'on regarde des films et qu'on regarde des séries, c'est pour y croire à 2 secondes quand même, à un truc qui est impossible. Voilà. C'est pour ça que moi j'aime rarement les mêmes films que ma meuf. Parce que moi tu me montres un film avec un mec qui vole, je dis ouais il vole. Ma meuf dit oui mais comment il vole? Je dis mais c'est comme ça, il vole, c'est dans le film. Hey, c'est souvent des raisons de prise de tête entre les mecs qui comprennent pas le cinéma de genre parfois, qui sont là non mais c'est pas possible ce qui se passe. Mais si, c'est normal, c'est du cinéma. Mais je trouve qu'en tout cas ça en joue plutôt bien dans Le Visiteur du futur. Et alors vous Nico, dans Hello Geekette, vous jouez sur des codes qui sont différents, qui s'apparentent plus au code du sitcom presque. Et comment ça se passe chez vous, l'écriture, la mise en place des épisodes? Après on passe le début où vous vous dites on fait 3 épisodes pour se marrer, putain ça marche, il y a des gens. Bruno, tu veux Moi j'aimerais savoir avant quand même, c'est quel a été l'élément déclencheur en fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à un moment ou à un autre, vous vous êtes dit tiens viens on fait une série, elle va s'appeler le 17, on va se taper un délire. Il a dit ça va... Bruno tu n'écoutes pas. Si. Il a dit on faisait la fête et un jour on s'est dit on va arrêter de faire la fête, on va faire un truc. Ouais non mais d'accord, mais enfin je veux dire ça provient bien d'une envie, d'un besoin peut-être, non j'en sais rien. Il y a quand même du boulot derrière, je veux dire on s'investit pas comme ça de manière totalement... Oui on est d'accord.
beurré ou genre j'ai fait la Eh fête. oh mollo hein. Tu vas baisser d'un ton mon vieux. Donc c'est ça qui On m'intéresse. est dans y la bonne compris, humeur là, j'aime- on s'aime bien doucement. J'aimerais bien savoir ce que François aussi, voilà. Pour les deux, j'aimerais connaître leur point de départ, vraiment leur motivation principale. Alors Nico, tu te mets bien face à ton Voilà. micro. Le truc, c'est que nous, les personnages de Wicked, on les connaît dans la vraie vie. C'est soit nous, soit des potes. Donc c'était assez facile. Donc en fait, on voulait les réunir. Et donc les personnages qu'ils interprètent dans le Geekette sont vraiment inspirés des personnages qui sont dans la vraie vie où il y a Parfois c'est les mêmes, parfois c'est des copains à nous donc, qui sont connus par les acteurs. Donc on dit tu vas jouer tel rôle. D'accord. Voilà. Donc on voulait voir ce que donnaient tous ces personnages ensemble. Après, il y a un autre truc aussi, c'est que nous, on a regardé beaucoup de films geeks, beaucoup de séries de geeks. Ah bah ça oui. Et on était un peu frappé du fait de voir qu'il y avait que des mecs finalement, que des mecs geeks et souvent des mecs non geeks. Alors que quand on va à la Japan Expo, on se rend compte qu'il y a autant de filles que de mecs. Et donc, même plus, même moi cette année plus. en tout cas j'ai été super étonné du nombre de nanas. Et donc on voulait une héroïne geek. Voilà, ça c'était une vraie Ça, c'est volonté. une motivation. Voilà, vraie motivation. Et il y a un autre truc aussi, c'est que nous la seule règle qu'on s'était fixée, c'était de pas faire passer les geeks pour des idiots. Ouais. Parce que c'est vrai que parfois aussi dans certains films, dans certaines séries, c'est vraiment ils sont à la limite du débile mental. Ah bah. Et donc Cela voilà. dit, elle est finie cette tendance, hein, le geek qui est à la mode quand même aujourd'hui, je trouve. Hein, Ah ça personnellement. commence un petit peu. Je crois que Cyprien a porté le coup de grâce à cette mode. Et merci. En fait finalement Cyprien c'était Non, mais bien voilà, pour ça. Exactement. C'est-à-dire c'était Typique pas un bien. film a priori destiné aux geeks, Cyprien, qui a pas du tout intéressé les geeks. Non. Ils se sont dit attendez c'est bon, il a arrêté de 2 secondes quoi. Donc ouais mais c'est vrai Donc que voilà, nous on jamais voulait on se- montrer des geeks intelligents, des geeks qui sortent de chez eux, qui restent pas toute la journée à rien foutre, des geeks qui font des trucs, des geeks qui réussissent des trucs, voilà. D'accord. C'était Même ça, qui la réussissent leur vie qui réussissent leur vie sentimentale. Parfois, Ça oui. existe. Ils galèrent comme tout le monde, mais parfois ils réussissent. Donc, qui font des fan-films, ils se bougent le cul, ils font des fan-films, voilà. Donc pour vous, pour partir plus sur le côté casting, puisque tu l'as abordé, il n'y a pas eu de casting à proprement parler en Il n'y a fait. pas eu pour de le casting Geekette. parce qu'on les connaissait tous avant. Et il n'y en a toujours pas. Et il n'y en a toujours pas parce qu'il n'y a pas de nouveaux personnages. Donc, Très bien. voilà. Et au niveau, alors on parlait du scénario avec François tout à l'heure, la manière dont il a fait évoluer l'histoire du Visiteur du Futur. Il y a un truc qui est un peu particulier chez Hello Geekette, c'est que sur la deuxième saison, vous avez fait intervenir des scénaristes extérieurs, voire même des fans. Comment ça s'est passé ça en fait Oui, on a fait un. Parce que quand tu vas sur les forums, tu discutes avec les gens, des fois, tu as des gens qui disent oui, mais ton scénario là, il est pas terrible. Donc on s'est dit, on va demander aux gens, Mhm. écrivez-nous un scénario. Et C'est bien. Vous êtes Voilà. pas content? non, mais Écrivez-le vous-même. Allez-y. C'est ça. non, mais si ça se trouve, il y aura des bonnes idées. Il y en a eu, et on s'est dit, voilà, s'il y en a un qui est bien. Vous avez eu on le fait. beaucoup de réponses. Non. C'est ça qui nous a fait rire, c'est il y a les forums, Ah, maintenant, fais-moi les malins. les forums qui critiquaient le plus, personne n'a envoyé. Donc c'est en fait, Ouais. il y a que des gens de chez Mad qui ont envoyé 2-3 scénarios. Chez madmovies.com. Madmovies, voilà. Très bien. Et en fait, on était embêtés parce qu'il y en avait deux. On leur fait un coucou. Il y en avait deux qui étaient bien. Et on s'est dit donc, mais nous on avait aussi une petite idée pour deux autres petits scénarios. Mhm. Et on s'est dit, on pourrait peut-être tous les réunir dans un épisode et faire en plus un épisode un peu réalité parallèle. Mm. Donc hommage au SC Comics qu'on disait quand on était gamin. Et donc voilà, donc sur cet épisode-là, il y a eu 2 scénarios écrits par des fans. Très bien. Voilà. Et il y a aussi eu des épisodes écrits par nos acteurs aussi. Et c'est une expérience que vous seriez prêt à renouveler ou Ah enfin, bah ouais, c'est ouais. toujours intéressant de voir les idées des autres et quand elles sont bonnes, c'est bien, ça te fait un super épisode, les gens sont contents. Super. Et Ouais. là, vous n'avez pas terminé la saison 2 encore. Si, C'est terminé nous avons terminé la saison 2, nous faisons le DVD là. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire alors, dis-nous en plus. Et ben il sort, parce qu'on a bossé un peu tout l'été pour le faire, donc il sort fin septembre, et donc c'est saison 1, saison 2. Sur un seul DVD. Il y a 2 DVD, donc il y en a un où il y a tous les épisodes, Mhm. et l'autre c'est que des bonus. Donc, parce qu'on n'avait jamais mis sur le net des making-of, des bêtisiers, tout ça, donc on met tout sur le DVD. D'accord. Voilà, parce qu'on nous les réclamait depuis longtemps, on veut voir le making-of, on veut voir le bêtisier, on veut voir des galeries photos, donc il y aura tout ça. Alors rappelle-nous la date. Fin septembre. Fin On sait pas encore septembre, la le date DVD d'Ilo exactement, Geekette. mais de toute façon, ils seront avertis sur le Facebook. ils seront avertis Et sur le puis site. nous, on vous en reparlera ici. On se fera A le priori, relais sur cryptshop.com. Après, voilà, et après ils seront. Je vais négocier pour qu'ils soient en vente Voilà. sur notre boutique. Ah, rendez-vous sur la l'annonce boutique à Cryptshop. Nicolas. Voilà, Nous t'es content vendrons Ouais. ton DVD. Voilà. Bon bah super. Tu vois, on n'aura pas besoin de rajouter de rire en post-prod parce qu'on rit bien. Nos rions de nos blagues. François, de votre côté, alors vous, en revanche, le site du Visiteur du Futur, il est assez fourni niveau, il y a du making of, il y a du bonus. Est-ce que vous avez l'idée d'un DVD ou d'une commercialisation? Ça t'est venu ou tu as pensé ou... Oui, en fait, donc a priori, alors pareil, c'est pas encore officiel, donc c'est pas. Mais on est en négociation avec une boîte d'édition de DVD, Mhm. qui s'appelle Kazé,
Ouais. donc qui édite beaucoup de mangas forcément. Peut-être et, que quelques auditeurs connaissent. et aussi, surtout s'ils éditent des web-séries. Ouais. Donc voilà, donc on est en train de négocier avec eux. C'est en cours de. C'est pas des négociations, mais voilà quoi. On est en train de travailler là-dessus. Et donc, a priori, il y aurait donc un DVD de la saison 1 du Visiteur. Super. Pas pour tout de suite. Parce que eux ils doivent sortir parce que comme ils ont aussi la Flanders Company et Noob, il faut que les sorties soient espacées, donc ça serait pas avant mars. D'accord, très bien. Alors là, d'ailleurs, tu commences à parler d'autres web-séries. Est-ce que pour vous, vous avez des web-séries références, des trucs phares, pas forcément français, mais parce que pour l'instant, quand vous nous dites que vous vous êtes mis à réaliser des web-séries, il n'y a pas vraiment d'éléments déclencheurs qui soit une web-série au départ. Non. C'est-à-dire genre un truc qui nous a fait comme une référence vraiment. Ouais, par exemple, où tu t'es dit, tiens, merde, il y en a qui font des web-séries, ça me dirait bien de faire ça. Enfin, moi, j'ai vraiment eu une sorte de révélation en voyant un site. C'est marrant parce que maintenant, ça a pas marché ce qu'ils ont fait, mais ça s'appelait Black 20. Et c'était un site où en fait, c'était une bande de mecs à New York, donc tout américain. Ils faisaient des parodies, des détournements, des sitcoms dans leur bureau et des reportages. Je me suis dit mais ça c'est génial quoi. C'est une sorte de, c'est pas tant une web série, c'est une web TV avec plein de programmes et fait par les mêmes gens. Et donc je me suis dit ce serait ça l'idéal sur French Nerd, ce serait de faire une sorte de portail où on fait un peu ce qu'on veut. Si on a envie de faire un détournement, on fait ça. On a fait des podcasts, on a fait des clips. Et c'est la même équipe. Et le Visiteur du Futur fait partie d'une des créations. Et donc après, mais à la base c'était ça. Pour moi c'était black20.com. Et on peut encore voir leurs vidéos. Ils ont fait des vidéos très connues sur internet comme Tetris le film, une fausse bande-annonce d'un film comme si Tetris allait être adapté en film. Et c'est vraiment très drôle. En fait, François, excusez-moi, je vous en prie, Bruno, allez-y, non, mais prenez la François, parole. ce qu'il est en train de décrire, ça me fait penser un peu à Kevin Smith et à ce qu'il a créé avec son univers AskView. Où c'est un peu un C'est espèce qui de... Kevin Smith? Le réalisateur Mais c'est pour les gens. de Dogma, de J-Bob, Contre-Attaque, Clerks, etc. Et c'est un geek qui a réussi, on va dire. C'est le roi des geeks. Voilà, exactement. Très bon dialoguiste. Et il a surtout sa particularité, c'est d'avoir créé des personnages, un univers avec des pièces, des BD, comics, des séries, des films. Enfin, il y a tellement de choses dans son univers. Et je trouve que peut-être Fresh Nerd... Oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, sauf que nous on essaie de faire des fois il y a des formats différents avec les mêmes comédiens. Dans l'univers de Kevin Smith, ce qui est intéressant, c'est que il met des personnages récurrents entre ses films, et en même temps, il met d'autres comédiens, enfin les mêmes comédiens dans d'autres rôles. Et puis des fois, ça devient tellement absurde que dans Jay Silent Bob, je crois que il y a comment il s'appelle, Ben Affleck, il y a 2 rôles dedans. Tu vois, il change juste de chapeau et il fait un autre personnage. Et nous on n'a pas poussé là, mais c'est vrai qu'on essaye de montrer une sorte de bande de gens qui travaillent avec un même état d'esprit. On n'est pas trop fermé, on essaie d'agrandir un peu, de découvrir d'autres gens avec qui travailler. Voilà, ça me fait très plaisir que tu compares ça à Kevin Smith en tout cas. Ça manque de locomotive en France à ce niveau-là. Je veux dire, il y a des gens qui se bougent le cul comme vous, qui essayent de faire des choses sur Internet, etc. Ou en dehors d'Internet, on en viendra après, mais à la télé aussi, ça va être absolument. mais bon, clairement, on a vite fait le tour. Hein. Vos 2 séries, c'est parmi les plus visionnées à ce niveau-là. Et vous êtes combien à la réalisation, à l'équipe? Ça reste des choses assez réduites en termes de budget, de prod. C'est ça qui est paradoxal, c'est pour ça que je sais pas, mais moi j'étais super content d'être au Comic Con, donc surtout avec il y avait donc les gens de No Life, il y avait le Ticket, il y avait Wipita, donc des gens que je connaissais par internet, et je me suis dit mais c'est bizarre, et en fait les seules autres personnes en termes de production française qu'il y avait, c'était HeroCorp. Voilà. C'est tout. Et donc on était un peu même si on n'a pas du tout les mêmes budgets, etc., mais enfin voilà quoi, les mecs du Comic Con, ils étaient obligés d'appeler les gens d'internet fauchés pour faire venir les gens. Alors qu'aux États-Unis, le Comic Con, mais ça a juste. Oui, t'as Schwarzy, t'as Stallone. Mais voilà, il y a Spider-Man qui monte son teaser exclusif. Enfin, c'est du délire quoi. Mais moi, du coup, je préfère le Comic Con en France. Moi j'aime bien. Enfin, je trouve que ça veut dire qu'on va vers du mieux quoi. Enfin, la contre-culture, la culture alternative, en tout cas, elle est faite par des gens qui se donnent les moyens de le faire sans que ce soit forcément facile. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on évoque les obstacles, les difficultés que vous avez rencontrés, parce qu'il y en a forcément eu, entre l'idée, entre le délire de départ et finalement on fait un truc un petit peu sérieux. J'imagine que tout n'a pas été si facile.
Bah, la seule difficulté, c'est de réunir tout le monde dans le même week-end. Voilà, ça, Comme c'est Peter Jackson quand il faisait comme quand il faire faisait un Bike podcast Test, quoi. Crip Shop. Voilà, C'est toujours difficile. t'as ça. 10 même si on est que 10, en comptant tous les acteurs, il faut quand même 10 personnes pendant tout le week-end, donc faut trouver la date. Après, vraiment des problèmes techniques, tu t'arranges. Hein. Ouais, mais je pensais plutôt à des problèmes d'ordre de budget, de timing. Le budget, en fait, vu qu'on paye personne, vu que c'est nos potes, en fait, c'est la nourriture. C'est la nourriture, c'est le maquillage, ça tu le payes. Après, de temps en temps, quand tu as un épisode costume, location fond vert, mais après, nous, le matos, on l'avait déjà. Donc, parce que le matériel coûte cher aussi. évidemment, c'est du matériel à vous que vous emmenez sur Hello Geekette à chaque fois. Et même en comptant donc, que la bouffe sur les 2 saisons, ça a fait en gros 8 000 €. D'accord, ok. Donc c'est ce que... Ah ouais, quand même. Ouais. C'est quand même un petit budget. Tu pourrais nous donner une estimation pour les 2 saisons complètes en comptant tout. Donc 8 000 avec €. maquillage et tout. Ouais, en comptant tout. Ah ouais, c'est voilà quoi. C'est quand même un budget, mais c'est comme quoi, faire ce que vous faites avec 8 000 €, chapeau. J'ai envie de dire. Bah oui, on a le droit. François, pareil, même question, les difficultés, les obstacles que vous avez rencontrés. C'est exactement les mêmes que Nicolas, hein. C'est la logistique. Ouais. C'est le plus gros souci parce que ça implique et c'est marrant parce que dans le Visiteur du Futur, la logistique m'a tellement fait influencer le scénario. À la base, l'été dernier, on tournait les épisodes donc 7 et 8 et Mathieu qui fait rôle du policier n'était pas là. Et donc j'ai dit merde et tout, j'avais prévu qu'il soit là et tout, et donc j'ai dû écrire pour un autre personnage qui est donc le personnage qui a finalement interprété Justine, qui est devenu un personnage récurrent. Donc au final, la logistique a vachement influencé les scénarios. Ah, mais j'ai envie de dire que c'est pour la bonne cause en plus. Pour la bonne cause, parce que finalement ça devient un personnage intéressant et puis Totalement. un chouette personnage. Totalement, donc c'est pour ça que j'essaye. Avant, j'étais vraiment très stressé par rapport à ça. Maintenant, j'essaie de m'en faire une sorte d'allié, c'est-à-dire de pas me dire si machin n'est pas là, c'est foutu. Et c'est pour ça que j'écris pas trop à l'avance aussi. Ouais. Faut pas après me déprimer en disant ça n'a rien à voir avec ce que je voulais faire. Donc ça c'est le plus dur. Et après, niveau matériel, je pense qu'avec Nicolas, on partage les mêmes types de moyens. C'est-à-dire qu'on a une partie du matériel qu'on a à nous, et à chaque fois qu'on essaie d'emprunter à droite à gauche aux copains, et quand faut louer, on loue, mais c'est jamais des trucs, on loue pas des camions, enfin voilà. Oui, bien sûr. Donc ce qui fait que c'est pas non plus, on se ruine pas là-dedans, quoi. C'est pas ça, c'est pas tant l'argent le problème, hein, c'est plutôt l'organisation. D'accord. Alors en parlant d'organisation, j'ai envie de parler des comédiens et des comédiennes, puisque j'en suis un, donc je sais qu'un comédien par essence c'est pas organisé. Oui, c'est chiant aussi. C'est chiant. Alors vous avez, je sais pas si, donc vous, chez Hello Geekette, Nico, tu me contrediras si je me trompe, vous avez des comédiens qui sont au départ des comédiens amateurs, quasiment tous ou pas? C'est un mélange. C'est un mélange de deux. Il y a des comédiens qui essayent d'en faire leur travail, ouais. Et il y a nos potes qui n'avaient jamais été devant une caméra. Donc, alors comment ça se passe au niveau de la direction d'acteurs là-dedans? Et pareil, finalement, pareil. C'est-à-dire que la différence, c'est que les amateurs apprennent plus leur texte. Enfin, ouais. les non-professionnels apprennent plus leur texte. Mais parce qu'ils ont plus peur. Oui. Mais non, ça se passe exactement pareil. En fait, c'était un peu aussi le défi de voir, en mélangeant, nous on les connaissait tous, mais en mélangeant devant une caméra des pros, on va dire. Vous connaissiez déjà les pros avant qu'ils... Ouais, parce qu'on avait fait des courts-métrages avec. Donc D'accord. c'est pareil, on écrivait aussi pour eux. Donc voilà. Mais est-ce qu'ils vont arriver à jouer ensemble? Est-ce que ça s'est bien passé finalement? Donc je pense même qu'en regardant Hello Geekette, on peut. Pour certains, on peut le dire, mais pour d'autres, on peut pas savoir si ce sont des pros ou pas. Donc, moi, je trouve quand même que pour certains, tu vois l'évolution au fil des épisodes. En fait. Ouais. Tu t'en sens qu'ils commencent à prendre de l'assurance. Et donc, c'était un peu ça aussi le défi de mélanger nos potes qui n'avaient jamais été devant une caméra avec des acteurs un peu plus qui avaient de la technique, qui avaient fait des écoles, mais qu'on connaissait aussi. Très bien. François, je me tourne vers toi. Alors toi déjà, tu fais marcher le piston tout de suite puisque ton frère a le premier rôle. Totalement, oui. Voilà. Alors qu'il n'a aucun talent. C'est le pire. Voilà, oui. C'est le pire du casting. Mais, voilà, mais c'est absurde. Non, mais c'est la même réponse que Nicolas. C'est-à-dire que vraiment, il y en a qui sont comédiens qui ont une formation, et mon frère a une formation. Ça lui fera plaisir. Ah bon? Donc, et l'autre moitié, on va dire, n'est comédien que vraiment peut pas. Ouais, c'est des amis qui savent bien jouer, et on écrit pour eux, donc ça les arrange. Mais ils sont tous améliorés. Ça qui est assez intéressant, c'est que au final, j'espère que pour moi, ma plus grande fierté, c'est juste de me dire que une certaine homogénéité dans le casting, quoi. Alors bien sûr, tu as des personnages qui prennent plus de place que d'autres, hein. Je pense à Florent, le visiteur, qui forcément on remarque tout de suite. Il est fou vraiment.
Oui, bien sûr. Parce qu'il a l'air vraiment. Mais il est vraiment... Non, mais sérieusement, par contre, il est très technique. C'est un comédien de théâtre. Ça se sent. Il est au conservatoire. Et donc, ce qu'il fait, ça peut paraître assez freestyle, mais en fait, non, c'est très très réfléchi. Et mais je confirme que c'est très maîtrisé. On arrive à travailler, en fait. Sinon, on pourrait pas travailler avec un mec qui fait n'importe quoi. Donc voilà, c'est vraiment comme Nicolas, quoi. C'est un mélange de ces deux univers et je suis très content de voir justement des gens qui n'ont jamais fait ça, avec des gens qui sont comédiens, une formation et qu'il n'y ait pas de problème d'ego, problème de oh là là, lui c'est pas un comédien. Finalement, les séries se ressemblent plus qu'on veuille bien le croire parce qu'elles reposent quand même. Moi, la première fois, j'ai jeté un œil dessus par hasard, bien avant ce podcast. Hello Geekette, c'est-à-dire hier. Parfois, Nicolas, ça fait longtemps qu'il nous en parle de Hello Geekette. Comment dire, Valérie, forcément, tout de suite on la remarque. Premier épisode d'ailleurs, fantasme, je crois. Voilà, on en discute. Disons qu'elle se met en soutif dès le début. Voilà. Moi, je me suis dit, c'est un peu facile. Cela dit, je sais pas si la démarche était vraiment consciente de la part d'Héral, mais je trouvais ça vraiment pas con du tout. Et d'ailleurs, ça a cartonné sur fantasme, la toile. Marche bien. Bon, voilà. Et le Visiteur du futur, la première fois que j'ai regardé, Florent, il crève l'écran. Enfin voilà, je veux dire, non mais littéralement, on est bien prendre d'accord. de la place et puis surtout, il a une bonne gueule qui passe bien. Et voilà, et les deux séries reposent vachement, je trouve, déjà sur un personnage. De mon point de vue de spectateur, vraiment, c'est là-dessus que je me dis ah ouais, tiens, c'est pas mal, je vais regarder la suite, quoi. C'est surtout que voilà, quoi, il faut miser sur une valeur sûre qu'on a et pas sur 10 000 parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens et pas beaucoup d'amis aussi. Et donc, autant miser sur un truc qu'on sait qui va marcher et après broder autour au fur et à mesure, histoire que ça ne devienne pas non plus un one-man show, quoi. C'est pas le but. Alors, moi, pour apporter un petit point de vue différent, c'est le Docteur, mon préféré. Ah ça lui fera plaisir. Non, mais dès qu'il est arrivé, j'ai cru que j'allais mourir de rire. Et d'ailleurs, je ne regarde plus que les épisodes où il est là. Tu pourras lui dire de ma part. Il sera là tout le temps maintenant. Parfait. Donc, on va en venir un petit peu à, pas forcément uniquement ces web-séries en particulier, mais vos projets pour l'avenir, comment ça se passe? Est-ce qu'on en a déjà un petit peu parlé sur la saison 2 du Visiteur du futur qui va arriver, le futur de Hello Geekette? Comment ça se passe là, en ce moment en tout cas? Alors, donc la saison 3, on aimerait bien faire une saison 3 d'Hello Geekette. Le truc, c'est que comme la saison 2, on a essayé de la faire un peu plus ambitieuse que la 1, c'est en faisant plus de lieux, en faisant des épisodes un peu plus longs, un peu plus travaillés techniquement. La 3, on aimerait faire encore mieux. Il y a des vraies parodies ultra chiadées, quoi. Voilà, donc la 3, on aimerait faire encore mieux. C'est-à-dire qu'on a des idées pour faire un épisode, comédie musicale, un épisode western, un épisode Lost. Ouais. Donc ça demande plus de moyens. Et donc on compte sur le DVD pour financer la saison 3. Voilà, parce que petit à petit, en faisant vos séries Hello Geekette et le Visiteur du futur, les organisations professionnelles, en voyant que ça devient de plus en plus professionnel, effectivement, vous n'arrivez pas à choper des subventions, des aides Alors nous, une fois, on a été contacté pour aller au FIPA, qui est donc un grand salon de la télé. Ouais. On était très contents, on dit venez vous présenter devant 100 professionnels, donc il y avait des télés françaises, anglais, espagnols, donc les casques et tout. Donc on avait 5 minutes, d'autres aussi amateurs, et donc on avait 2 minutes de speech et puis 3 minutes d'épisode. Donc on a choisi Fantasme, parce qu'il marchait bien sur le net, il était efficace. Donc on fait notre petite présentation, on passe Fantasme, et là, pas un rire. Mais vraiment, pas un rire, le bide absolu. Et là, Julien, il a eu une idée comme ça, il fait une demande, qui connaît Chewbacca? Et là, personne ne lève la main. Dur. Et donc, voilà, je pense pourquoi la télé nous demande pas. Qu'est-ce que c'était que ce public? Et après, il y a un mec qui est venu nous voir, qui nous a dit non, mais moi, je connaissais Chewbacca, mais j'avais honte de le dire devant les autres. Mais pourquoi ils vous ont invité au final? Ils savaient très bien à qui s'adressait, non, dans le public, enfin. Dans les professionnels. Donc voilà, je pense, et en plus si une chaîne de télé achetait Hello Geekette ou d'autres séries, je pense qu'ils changeraient tout. Déjà le format est pas nous, on a des épisodes de 5 minutes, des fois de 12, donc ils referaient tout, ils changeraient les acteurs, ils prendraient des acteurs à eux, donc on aurait, je sais pas, Omar et Fred à la place de Gareth et Cédric, donc il y a un concept. Mais ce serait bien. Je pense pas qu'ils nous laissent garder nos potes amateurs. Donc, pourtant, vous êtes passé sur plusieurs chaînes de télé. Ouais, des fois, tu as des petites diffusions. Sur TF1, dans l'émission What Cast. Voilà, à 2h du matin. Mais moi, j'étais très content, nous. Voilà. Mais je pense qu'en fait, pour les gens qui font une web série et qui espèrent la vendre à la télé, c'est une erreur. Moi, c'est mon opinion. On a vu des fois des web-séries où ils faisaient 2-3 épisodes qui marchaient bien. Ils disaient c'est bien, c'est un pilote, on va le montrer à la télé. Ça n'a jamais marché. Donc, je pense qu'il faut vraiment le faire pour le net. D'accord.
Voilà, et pas si on le fait vraiment en pensant on va le vendre à la télé et gagner plein de thunes. Je pense que c'est une erreur. Un truc comme Chouchou et Loulou, un gars et une fille. Ouais. Je veux dire, ça sur Dailymotion, ça aurait pu très bien cartonner. Mais ça marchait déjà au Québec. Ils ont acheté juste le concept québécois. Donc, je veux dire, voilà, un truc comme Hello Geekette, je vois pas un format caméra café, des formats de 5 minutes, Kaamelott. Le truc, c'est que à la télé, il marche en interne. C'est-à-dire qu'il marche avec des gens qui connaissent. C'est que depuis très très récemment qu'ils font un pas vers les producteurs indépendants, mais au final, ils vont prendre ce qui les rassure. Voilà. Moi, je rejoins totalement ce que dit Nicolas, et c'est vrai que c'est vraiment déprimant alors qu'il y a un truc qui marche sur Internet, les gens ne voient pas le rapprochement entre les nombres de vues et le potentiel, on va dire, en termes d'audimat. Ils voient pas le rapprochement. Après, moi, j'essaye. Alors, je suis pareil, je suis aussi déprimé que Nicolas, mais j'essaie d'avoir un peu d'espoir parce que je me dis, alors cette année, enfin 2010, la rentrée, ça va être la première année où des gens du web vont passer à la télé, voilà, et on va voir comment ça va se passer pour eux. Donc, je pense à Cyprien du Rewind, Monsieur Dream, qui aura une émission sur Énergie 12. À le Palma Show, il y a une fille de No Life qui va passer sur une chaîne de la TNT, et donc je me dis ok, est-ce que là les gens vont comprendre que Internet peut être un tremplin, ou est-ce que la transition va très mal se passer pour eux et au final ça va pas avancer le schmilblick. Donc on verra comment ça va se passer, mais c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui c'est pas le cas, quoi. C'est difficile. Mais en même temps, est-ce que du coup ce serait pas dénaturer le concept de la web-série qui de toute façon, enfin pour moi, ce que j'aime voir en tout cas dans Hello Geekette, dans Le Visiteur du Futur ou dans d'autres web-séries, c'est justement ce que vous dites et qui se rapproche dans vos discours, quelque chose qui est fait avec plus ou moins les moyens du bord, même si c'est extrêmement bien, mais ça sent cette envie de proposer quelque chose aux gens de manière presque désintéressée, si tu veux. Et est-ce que plus de médiatisation, un passage télé ou quoi que ce soit, ce serait pas un petit peu dénaturer le projet, parce qu'il y a ce danger-là, et vous en parlez de toute façon, le fait de changer de casting, de devoir s'adapter à un planning, un budget, c'est quelque chose de délicat. Alors que là, finalement, vous avez une liberté que peut-être plein de gens qui bossent en télé peuvent vous envier. Ça c'est clair et net. À part peut-être Alexandre Astier, et encore, il doit négocier, mais sinon, personne ne l'a cette liberté à la télé. Ça c'est évident. Donc là-dessus, on en profite au maximum. Et ce qui est, ce qui est tragique, c'est que ça marche au final. C'est pas comme si on faisait n'importe quoi juste pour le plaisir de faire n'importe quoi. C'est que finalement, ça plaît quand même à des gens. Mais donc après, je sais pas, moi je suis pas contre l'idée de faire, parce que pour moi j'estime, même si je suis pas non plus un super fan de la télé française, voilà, mais j'estime que une série peut être sur plusieurs médias. Je veux dire que si elle passe à la télé, voilà, la série pour Le Visiteur du Futur passe sur une chaîne de la télé qui n'est pas vraiment de la télé, c'est une chaîne de la DSL, donc c'est la chaîne No Life. Eux, ils nous ont rien demandé forcément parce qu'ils n'ont pas de problème d'argent comme d'autres chaînes, donc où ils doivent être sûrs que le public fonctionne. Donc ça peut fonctionner, mais si on parle des chaînes de la télé normale, c'est sûr qu'ils accepteront jamais un truc tel quel, à part si vraiment ils sont vraiment en panique totale. Mais de toute façon, aujourd'hui, on regarde les séries sur Internet. Enfin, qui officiellement ici regarde une série à la télé? Moi, je regardais Lost sur TF1 ou 24 sur Canal, mais c'est simplement des problèmes de diffusion. Des fois, ils passent les épisodes dans n'importe quel ordre, ou censurés parfois, ça peut arriver, ou tronqués. Enfin bon, bref. Donc c'est plutôt un problème de diffusion, je dirais, parce que le média de la télé, pourquoi pas. Bon, il y a de la pub aussi à se taper et tout, c'est chiant. Moi, je me tourne vers François qui nous disait que sa drogue, c'était un petit peu les séries. Je me dis, à un moment, la drogue, il faut bien que tu te la procures quelque part. Ah là là. Comme toute drogue, c'est jamais des chemins très légal, quoi. Mais disons que tu connais bien l'Albanie, quoi. Oui, voilà. Exactement. Mais bah oui, c'est sûr quand j'y réfléchis, parce que je me rends même plus compte en fait. Ça fait partie de ma façon de consommer. Consommer, voilà. Et c'est vrai, je me dis, mais c'est vrai que ma télé, j'allume jamais, quoi. Mais c'est vrai que mes séries, je regarde pas sur la télé. C'est vrai que je télécharge des trucs et tout. Et c'est pour ça, moi, que l'évolution vers les web-séries, en fait, c'est un truc qui me paraît tout à fait naturel. Parce que justement, c'est le média dont en tout cas, moi, je me sers énormément aujourd'hui. Du coup, regarder une série, en fait, je fais plus vraiment la différence entre regarder une vraie série sur un ordi et regarder une web-série. Bah ça c'est vraiment
des fois c'est le plus beau compliment que je peux avoir moi, et je pense Nicolas aussi, c'est quand les gens des fois sur les forums ils parlent de leur série préférée et ils disent ah moi j'aime bien Kaamelott, j'aime bien Lost, j'aime bien Logiquette, Le Visiteur du Futur, et on est dans une sorte de famille alors que les budgets ont rien à voir. Mais il y a aucune, c'est pas péjoratif web série, je trouve que Ah mais pas du tout. non mais je veux dire François, ce que je veux dire c'est que finalement ça... non mais je sais bien, c'est par rapport à ce que dit François, je me dis oui, on dit web série par facilité de langage parce que c'est des choses indépendantes, autoproduits et surtout diffusées sur internet parce que vous n'avez pas d'autres canaux de diffusion. Mais ça reste de la série avec, si l'écriture est de qualité, que ça soit à la télé ou sur internet, on reconnaît le travail accompli. Quand il y a énormément de visites comme sur vos séries à vous et de diffusion, bah c'est bien que la qualité paye. Si aujourd'hui vous êtes là, c'est parce que aussi on apprécie ce que vous faites. Et voilà, tout simplement. Donc je veux dire, non, moi c'est pour ça que je comprends pas les chaînes de télé de ce point de vue-là. Ça me dérangerait pas de regarder Logiquette ou Le Visiteur du Futur juste avant les infos ou après, quoi. Je veux dire, non. Après, pour en revenir à la télé, on a aussi quelqu'un qui nous a contacté, qui était, je pense, de la télévision suisse, qui nous a dit ah c'est sympa votre série. Je pense que ça plairait aux jeunes, mais il faudrait dans chaque épisode qu'il y ait un message éducatif pour les jeunes. Dans les Logiquettes. Voilà, donc on s'est dit bah non, pas trop quoi. Donc, surtout que votre série. Tu peux pas le mettre en message défilant à la fin en bas. Tu sais, comme les pubs pour l'alcool. Bah, vous abordez souvent la sexualité, par exemple. Vous, là, vous êtes Ricard de TF1 et compagnie, c'est clair. Le Visiteur, à mon avis, a peut-être plus simple. J'ai eu la même chose, mais c'était pour les messages environnementaux. C'est-à-dire que on m'a dit ah, ce serait génial, j'ai une idée, on pourrait faire. Donc le mec vient du futur, machin, et il dit attention, il faut fermer les robinets, tu vois. et tout ça parce qu'ils ont vu que le premier épisode où on fait une sorte on joue sur le côté un peu environnemental, mais c'était il faut pas jeter la canette. Voilà. Et de là ils se sont dit ah d'accord, on pourrait faire 200 comme ça et ce serait genre vraiment limite le personnage parle à la caméra, quoi, genre c'est Captain Planet un peu, quoi. C'est Captain Planet, voilà. Et enfin moi je suis pas contre de faire des trucs environnementaux à côté si c'est pour gagner ma vie, etc., tu vois, mais Le Visiteur du Futur, très clairement, c'est pas sa vocation de donner le son, quoi. À partir du moment où c'est un personnage absurde qui manipule les gens, qui chie dans un seau, je veux dire, faut pas lui donner la responsabilité d'éduquer les jeunes, quoi. J'avais oublié le passage du seau. Mais je pense que les gens de la télé, tu leur demandes des épisodes des Logiquette ou du Visiteur, ils ne comprennent même pas pourquoi ça marche et pourquoi les gens regardent ça. Totalement, ouais. Ils ont des yeux comme tout le monde, ils peuvent pas allumer leur ordinateur mais ils ont des fois, mais pour les gens de la télé, internet c'est vraiment c'est le mal. C'est le mal, c'est leur phobie. Nous on nous l'a dit, c'est des parts de marché en moins pour eux, quoi. Nous on nous a clairement dit les jeunes ne sont plus devant la télé, ils sont devant internet, on aimerait faire revenir les jeunes devant la télé, on nous l'a clairement dit. Mets la télé sur internet, mon vieux. Ou ramener des choses que les jeunes regardent sur internet dans le poste de télé. C'est ça. Moi on m'a dit, mais moi je suis beaucoup en contact avec des producteurs de télé, et il y en a quelques-uns qui sont vraiment très bien, très sympas et qui ont la même culture que nous, mais ils travaillent pour des gens qui sont vraiment, ils vivent dans une autre réalité, quoi. Voilà. Et j'ai entendu des discours, mais alors complètement faux, quoi. C'est un problème générationnel, je pense. C'est vrai que les têtes pensantes, les décideurs hiérarchiques de cette industrie du monde télévisuel, souvent ils ont 50 balais, 60 balais, ils grand bien leur en face. Ne fais pas de généralité, Bruno. Non, c'est pas une question de généralité, c'est une question de mentalité. Il y a des gens de 20 ans à la télé qui sont des gros cons aussi. Ah mais bien sûr, c'est pas la question. Ce que je dis, c'est que les décideurs de demain seront peut-être les visionnaires aujourd'hui des web-séries. Ouais. Les mecs qui kiffent ça. Et il n'y a pas de raison que dans 20 ou 30 ans, il n'y ait pas un pied beaucoup plus facile à mettre dans ce milieu. C'est qu'une question de temps. Loin quand même. Toi, tu as envie de poser ta question où vous vous voyez dans 10 ans? Non, pas du tout. Ouais, je te sentis venir. Non, mais bon, je trouve que c'est juste un problème générationnel. Totalement. Mais c'est encore nouveau en France. Ça date, vous, c'est 2008, 2008. Même pas 2009. Voilà, je pense que c'est pareil pour le monde du cinéma. C'est-à-dire que moi, si j'étais prod de cinéma, j'irais sur le net pour voir quels sont les acteurs qui marchent, quels sont les acteurs qui pèsent, quels sont les réals qui marchent. Et en plus, nous, on est quand même habitués à travailler avec peu d'argent. Donc, moi, je donnerais, je sais pas, 100 000 euros aux visiteurs ou à Fabien Fournier de Noob et voir ce que tu peux faire avec un long métrage. Fabien, il te ferait 3 saisons, donc 2 BD. Moi, je voudrais juste savoir. Si alors, attention. Première réaction de François dans ce podcast. Alors, François, non pas François, visiteur du futur, mais François Labuche. Voilà. Moi, ma question, c'est juste, est-ce que si on vous contactait sérieusement pour de la télé, vous seriez prêt à revoir votre format? C'est-à-dire, Hello Geekette, c'est bien, le premier dure 3 minutes, le dernier dure 12 minutes, au milieu, il y en a qui durent 9 minutes, il y en a qui durent... Or ça, tout le monde sait qu'à la télé, c'est pas possible. On peut pas commencer un programme, dire il va commencer à 19h45,
et se finir au bon vouloir des réalisateurs. Mhm. Ça, c'est pas possible. Donc déjà, ils peuvent pas acheter votre concept On est comme bien ça. d'accord, ouais. Faudrait vraiment que vous disiez, on va se donner une ligne de conduite, on fait des trucs de 6 minutes 50, avec le générique ça fait 7 minutes, voilà. Est-ce que vous êtes prêts à... Enfin, c'est ça aussi la télé. La télé, c'est que des contraintes. Il n'y a pas beaucoup de liberté parce qu'il n'y a que des contraintes. Il y a les contraintes du public, il y a les contraintes de tout ça. Donc, faut être capable de se dire, j'ai tant de temps, faut que je fasse ça. C'est-à-dire que si j'ai un scénario qui déborde, je change de scénario. Est-ce que Vous pourriez plus vous faire c'est plaisir un vraiment. truc que vous auriez pu faire, vous? Donc la télé, finalement, c'est pas vraiment l'Eldorado. C'est que des contraintes. Je pense qu'il ne demanderait pas à changer que la durée, donc c'est ça le problème. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est uniquement des contraintes techniques, François, vous avez remarqué à juste titre, François du Visiteur du Futur, que c'est intéressant parfois de bosser sous la contrainte, on est bien d'accord. Totalement, et les formats, moi je suis pas contre l'idée de format, pour le Visiteur du Futur, justement pour la saison 2, on a fait un truc qui est très très stratégique, qui peut ne pas marcher, mais c'est que j'ai écrit 3 épisodes de 8 minutes, dont le but c'était de faire un pilote de 26 minutes en fait. C'est-à-dire un pilote type sitcom. Le format 26 minutes qu'on peut avoir sur internet, et le format des sitcoms, qui est le format de genre de séries comme Malcolm, je sais pas. Des Simpsons, de Friends, etc. Ouais, le Donc, format bâtard pour tenir une demi-heure avec les pubs. Quoi. Voilà, exactement. Et qui est un format qui permet de raconter plus d'histoires et de présenter plus de personnages. Donc, je me suis dit, si je mets l'épisode de 26 minutes sur internet, après, parce que je veux vraiment le mettre sur internet, il risque d'être un peu long par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc j'ai fait des coupures toutes les 8 minutes et ça a été tout un travail scénaristique. Vraiment, j'ai pris 3 mois pour le faire parce qu'il fallait que les épisodes de 8 minutes aient une unité et que bout à bout ça forme un épisode de 26 minutes qui a son unité aussi. Donc c'est un truc que moi je me force toujours quoi qu'il arrive à mettre des contraintes comme ça et c'est comme ça. Donc c'est pour ça que c'est pas ça le problème par rapport à la télé. Comme dit Nicolas, ce sera pas le problème du format, c'est le problème de mais à qui vous parlez, on peut pas dire ça, on comprend pas l'humour, on peut pas faire une série qui s'adresse à des gens en particulier parce que quand on fait à la télé, on est censé atteindre tout le monde. Donc il faut qu'il y ait un père de famille, il faut qu'il y ait une mère de famille, il faut qu'il y ait une fille de 13 ans. Et au final, tu fais une série qui t'intéresse personne parce qu'en voulant toucher tout le monde, tu touches personne. Ouais, ça je suis bien conscient, mais c'est aussi savoir qu'à la télé, il y a énormément de contraintes. Totalement, oui. Et pas que on va nous faire changer les personnages. Alors c'est sûr, on va vous demander de mettre un mec plus gentil, plus mignon, plus ceci, plus cela, une fille plus bonne, une fille plus ceci, enfin ça c'est normal, mais il y a aussi toutes les autres contraintes de temps, de plage horaire, c'est chiant. Moi je trouve que ça a aucun intérêt pour des gens qui ont envie de s'amuser de vouloir absolument faire de la télé, quoi. T'es en train de leur dire de pas le faire, quoi. En fait. Moi, ce que je suis en train, mais enfin, un jour, ils pourraient peut-être en vivre aussi. C'est ça que je vois, moi. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite, quoi. Disons que moi, depuis, j'étais donc pendant un an, j'étais contacté par pas mal de producteurs qui étaient intéressés par le concept. Pourquoi ? Parce qu'ils voyaient que ça marchait, mais au final, ils sont pas capables de dire comment ils vont réussir à le vendre et nous avoir de l'argent. Donc ça fait pas avancer le schmilblick. Et à chaque fois, je me suis toujours mis dans l'optique que l'important c'est pas de perdre 1 an ou 2 ans dans des démarches qui n'aboutissent pas, c'est de quoi qu'il arrive continuer à produire des choses et à les mettre sur internet en toute liberté. Voilà. Donc même l'année dernière, donc un producteur j'ai signé une option pendant 1 an, l'option va se terminer bientôt d'ailleurs, dans lequel il s'engageait à essayer de trouver des chaînes de télé pour faire financer une nouvelle saison, on va dire. Et moi je lui ai dit très clairement, écoute, c'est cool, je trouve ça vachement bien, même si j'ai du mal à imaginer le Visiteur du Futur à la télé, mais bon, c'est qui arrive, c'était très bon. Moi par contre, en parallèle, je continuais à autoproduire la série. Forcément lui ça l'arrangeait puisque bon c'est comme si il était producteur d'un truc où il faisait rien. Donc on a continué à faire la saison 1 quoi qu'il arrive, même si un mec à côté était censé faire des démarches. Au final les démarches n'ont pas abouti, donc ça prouve que comme tu dis les télés ne sont pas prêtes à recevoir ce genre de programme pour l'instant, quoi. Non, les télés sont vraiment pas prêtes. Après je pense faire un DVD comme Hello Geekette c'est quand même super intéressant parce que ça permet de toucher beaucoup plus large public si vous trouvez suffisamment de diffuseurs, aller vers tout ce en quoi on va, c'est-à-dire la VOD et ce genre de choses pour des séries, par exemple un épisode de 23 minutes, c'est peut-être plus intéressant d'essayer de la VOD ou des choses comme ça que de se battre à avoir des producteurs que tout le monde sait que ça mènera à rien, hein. Je pense que c'est le seul moyen de revenu pour les web-séries, c'est vraiment la vente de DVD. Ouais, c'est vraiment rester sur le net et pour y arriver aussi.
Aussi. Produits Ouais, les dérivés, produits vendre nos dérivés, DVD et le faire vous-même. On fait toujours auto-entrepreneur, quoi. Totalement. Les 2 millions de diffusion et les 1,5 million pour Hello Geekette, c'est pas monétisable à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas moyen de transformer cette audience. Alors je dis pas, je veux dire, c'est pas une démarche qui serait bon, on va se faire du fric maintenant, c'est cool, il y a plein de gens qui regardent. Non, c'est aussi en vivre encore une fois et réinvestir cet argent dans d'autres saisons et d'autres productions qui seraient dans le même ton. Donc il n'y a aucune, à part d'autoproduire un DVD qui sera tiré à 1000 exemplaires ou 2000, 3000, il n'y a aucune autre manière aujourd'hui de monétiser cette audience. Je pense que les gens regardent aussi parce que c'est gratuit. Donc si tu veux les faire payer par épisode, je pense que ça marchera beaucoup moins Tu peux bien. les perdre. Mais Oui. sinon, Et c'est pas possible de tendre vers, comme a fait justement François, faire un épisode de 23 minutes ou faire par exemple un moyen métrage de 40 minutes, le segmenter en 5 minutes et de se dire vous pouvez acheter en VOD directement l'épisode complet ou alors on vous met tous les mois un bout, ou enfin elle tente plutôt vers des solutions alternatives plutôt que de au bout d'un moment, parce que faut pas se leurrer, au bout d'un moment vous allez finir par baisser les bras. Si vous allez en avoir marre, non mais je pense que c'est ça, ça vous amuse au début, c'était un délire de potes, ça a bien marché, la deuxième saison vous vous êtes fait plus plaisir, la troisième vous allez toujours vous faire plaisir, mais vous commencez à vous dire si on n'a pas de rentrée d'argent pour le budgéter, nous on n'a pas de l'argent à plus savoir qu'en faire dans les poches, donc on n'aura plus rien. Donc il n'y aura pas de quatrième saison. Pour les visiteurs du futur, ça passe sur No Life, ça donne plus de visibilité, c'est sympa, ça vous aura peut-être à votre équipe plus de portes vers des projets autres. Mais c'est pareil, vous n'allez pas ad vitam aeternam faire des trucs gratuits avec des acteurs qui ne sont pas payés, qui vont en avoir marre de venir, etc. Donc il faut trouver, je pense maintenant, autre chose que de se dire je voudrais faire de la télé comme Kaamelott ou HeroCorps, et essayer de trouver des solutions alternatives de tout ce que propose Internet. C'est ce qu'on fait tous, hein, c'est ça, c'est dans ça. Moi, j'ai créé ma boîte de prod là en ce moment pour avoir une structure pour permettre de faire du merchandising. Alors forcément, pour certains, ça veut dire le merchandising, ça veut dire que vous allez vous faire plein de thunes, vous êtes vraiment comme George Lucas et tout. Pas du tout. C'est juste pour faire vivre. La série. George Lucas, il aurait jamais dû inventer le merchandising. Tu vois. Il aurait dû, ce jour-là, il aurait dû se suicider sous un train. Je sais pas. Mais en même temps, et on l'a vu au Japan Expo, ça marche vachement bien. C'est-à-dire que ça peut être une vraie rentrée d'argent. Et d'autres gens qui sont beaucoup plus expérimentés que nous, comme les Noobs et la Flanders Company, ils récoltent de l'argent qui va leur permettre de faire les prochaines saisons de Noob, la Flanders, je vous conseille de regarder, ça va être énorme parce que ils ont trop d'argent, enfin pas trop d'argent, ils peuvent pas payer les gens parce qu'ils estiment que soit on paye les gens, mais dans ce cas-là tout l'argent sera dans les payes et on pourra pas s'acheter rien, en fait ça va ressembler à soit on investit dans les soit on investit dans les décors, etc. Ouais. Donc il y a une façon d'avoir une sorte de business model, même s'il est très difficile et tout, et surtout il demande que la série ne coûte pas grand chose, qu'il n'y ait pas beaucoup de comédiens, etc. Ouais. Et donc il y a toujours une façon de faire. Après il y a une autre façon de faire aussi, ça s'appelle le placement de produit, le sponsoring. Et ça c'est un truc qui est assez nouveau, donc les gens ont un peu peur, on sait pas comment ça marche. Mais donc pour résumer vite fait, c'est quelqu'un boit un verre dans ta série et il y a écrit Coca dessus par exemple. Pour résumer rapidement. C'est le placement de Ça, c'est le placement de produit. Oui, le placement de produit. Nous, on s'est un peu intéressé au sponsoring. Donc, on est allé voir par exemple Sony ou quoi, pour dire voilà, on a une série. Est-ce que vous voulez présenter, vous nous filez plein de thunes et dire Sony présente Hello Geekette. Et ils nous ont dit non, parce que justement, donc ils nous ont répondu nous les geeks on les a. Et nous, on veut justement le grand public. Donc, au contraire, à l'image des geeks, on veut s'en débarrasser. Ça, c'est Sony qui nous a dit ça. Et depuis Apple, quand ils ont les geeks, Sony? Et Apple te disent la même chose. Donc, ils disent non, mais les geeks, ça ne nous intéresse pas du tout, on les a. Non. Ouais, nous, on veut les autres. Nous, au contraire. Donc, pour eux, c'est donc voilà. Donc voilà, après, on se retrouve dans des situations où il faut trouver des marques qui veulent communiquer un truc très précis, qui correspond vraiment à l'univers de ta série, et ça c'est très difficile, il faut faire beaucoup de démarches et c'est un truc qui s'apprend, il faut avoir les bons intermédiaires, mais c'est pas impossible, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont réussi à faire ça. La différence aux États-Unis, les marques vont chercher les gens oui voilà, c'est la différence, c'est que là c'est vous qui faites tout le boulot, il y a personne qui vient vous voir en disant bon j'ai mon produit, vous êtes vu 1 million de fois. Pareil, moi il n'y a pas de marques qui sont venues me voir, il y a que des intermédiaires, que des producteurs, des gens qui me disent je peux avoir machin, et d'un côté c'est vachement gratifiant d'être contacté par ces gens-là. Mais au final, si on analyse le fond du truc, on se rend compte qu'ils n'ont pas non plus des solutions. On connaît le système de prod en France un peu, c'est toujours très très long, très très lent. Exactement, ouais. Très très compliqué. Et bon, bref. En plus, c'est pas si t'as du vrai sponsoring, les mecs ont un droit de regard sur tes scénarios. Totalement.
Donc, Venez, on dit des trucs sympas maintenant, Ouais, non, genre mais- un peu réjouissants. Finalement, Et voilà, ça c'est bien le problème, Faut c'est le quand on aborde le fond, le nerf de la guerre, l'argent, et bah voilà, on voit que les retombées, elles sont compliquées et Moi, très aléatoires. je suis assez d'accord avec ce que vous dites, mais finalement, l'important aussi, le truc qui est vraiment important dans tout ça, c'est que Hello Geekette, Noobs, la Flanders et le Visiteur du Futur, ça existe quoi. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est des séries qui sont là, que les gens regardent et qui proposent des univers parallèles. Et est-ce que c'est pas ça je suis d'accord, il faut réussir à gagner sa vie et tout. Certainement vos comédiens et vous-même faites des choses à côté pour pouvoir le faire. Mais c'est beau qu'on arrive à nous offrir ces choses-là aujourd'hui par le biais d'Internet, gratuitement et de qualité. Bah, moi je pense que il faut toujours se poser la question pourquoi on fait ça. Alors forcément on veut en vivre, forcément on veut sur notre métier et tout, etc. Mais à la base vraiment pourquoi on le fait, c'est ça qu'il faut se poser. Si on le fait parce que ça nous fait plaisir et parce qu'on a des choses à raconter, c'est la première chose à faire. Voilà, c'est vrai que le seul conseil que je donnerais à n'importe qui veut faire des web-séries, c'est pas de se dire ok, comment je peux faire pour en vivre l'année prochaine et me faire de l'argent. Non, surtout ne fais pas ça, fais autre chose. Ouais. Voilà, travaille n'importe où ailleurs, il y aura toujours plus d'argent que là-dedans. Donc si déjà tu le fais déjà parce que ça t'intéresse, il y a un truc que tu vas raconter, parce que tu estimes qu'il n'y a pas assez de séries qui te correspondent, c'est ça le premier but. Alors après, forcément, on rentre dans... C'est marrant parce que l'année dernière, j'étais sur une sorte de festival de scénaristes de séries télé françaises, Ouais. et ils étaient tous en train de se plaindre que justement ils n'avaient pas de liberté, que en fait les chaînes de télé les obligeaient de faire des trucs nuls, que eux-mêmes n'aimaient pas leurs propres séries, etc. Ah bon, je peux confirmer en disant que je connais une des scénaristes principales de Plus belle la vie qui a envie de Voilà. se tirer une balle toutes les semaines. Hein, Et ces gens-là, donc moi je leur dis, Plus écoutez, moche, la vie. je comprends vos soucis, c'est très frustrant. Vous savez, sur Internet, vous avez un espace de diffusion, un espace de liberté de création. Et ils m'ont dit, oui, mais t'es pas payé. Je fais, non, pas pour la... Non, mais c'est fini. Là, pour eux, ils aiment se plaindre. Voilà. Ils aiment se plaindre du côté, ouais, on veut être des créatifs. Moi, j'ai plein d'idées, j'aimerais bien faire des bonnes séries. D'accord, fais-le. Non, je suis pas payé, je vais pas pouvoir, je vais me casser le cul à le faire. Hein. En même temps, pour travailler dans le milieu, en étant intermittent, travailler dans le milieu du spectacle et voir tout genre de choses, c'est vrai que dans le monde du spectacle, il n'y a pas beaucoup de créatifs. C'est-à-dire que tout le monde, moi le premier, travailler sans être payé, ça, c'est dur, c'est très très dur. Il faut vraiment le faire pour un projet, pour les potes, pour un truc... vraiment, on a envie de le faire. Et c'est exactement ça les finalement ces scénaristes, web-séries là. Les scénaristes de télé, ils passent leur temps à se plaindre, mais ils s'en foutent dans Totalement. le fond. Donc ça c'est un peu c'est la vrai que nous, mentalité pour Hello française. Geekette, on s'est jamais dit super, on va se faire de la thune avec, parce que on a tous un boulot alimentaire à côté qui Ouais. des fois est un peu chiant. Donc Hello Geekette, c'est justement la récréation. On fait ce qu'on aime, on fait ce qui nous fait marrer. Donc après, le but, c'est juste de pas trop perdre de l'argent. Voilà, c'est Voilà, ça. si on peut voilà. arriver à zéro, c'est-à-dire si on peut s'amuser tout en perdant pas trop de sous, et ben alors, on continue quoi. Mais Très on bien. gagnait, non, on gagnait. Pas tout de suite, hein, mais plus tard, il y aura sûrement plus tard, les web-séries auront un modèle économique, voilà, et puis il y aura sûrement plein d'idées et tout, et nous on dira, ils ont commencé il y a longtemps, bon, ils sont tous morts maintenant, dans la misère, mais Ah, bon, mais Maintenant, oui. c'est ringard. voilà, maintenant c'est ringard maintenant. Il y a des gens aujourd'hui qui regardent. Prends un micro, Bruno. Oui, je disais, il y a des gens, genre, ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens aujourd'hui qui regardent, qui sont sûrement fans, qui plus tard, parmi eux, il y aura des décideurs. C'est tout. Bah, Et, malheureusement, vous défrichez le terrain, mais il Ah faut oui. des défricheurs. Mais Et c'est la logique. Là, je trouve que vous le faites Nous, en plutôt France, pas mal. on a 10 métros de retard par rapport aux États-Unis au niveau de la culture. Exactement, c'est ça, c'est que d'un côté, on nous dit, moi on m'a dit plusieurs fois, mais je pense que t'es un peu en avance. Je fais oui, mais on est grave en retard par rapport au reste du monde, donc finalement on est en phase. Donc c'est ça le truc, c'est que j'estime pas faire un truc complètement expérimental et art nouveau, tu vois, un truc que personne n'a vu. J'estime que ce qu'on fait, ça ressemble à ce qu'on veut regarder, ce que les gens veulent voir. Et c'est con que la machine derrière n'existe pas pour faire marcher ce genre de choses. Mais c'est pas une raison de pas le faire et d'attendre que les autres le fassent et d'après de suivre le mouvement en disant ah j'étais là depuis le début. Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord, c'est sûr. Est-ce que vous avez d'autres projets à part les web-séries dont vous vous occupez en ce moment justement, est-ce que vous avez des nouvelles idées, des nouveaux concepts est-ce que voilà, c'est ça ma question en fait. Nico. Alors, je sais que Julien veut faire un long métrage et comme tu disais, donc un peu proposer le début et après
en VOD. Une sorte de teaser. quoi. Voilà. Donc il veut faire un long métrage, donc pareil en autoproduction totale. Donc avec toujours nos acteurs. Et moi j'ai une bonne idée de court, enfin bonne j'espère, mais en tout cas une idée de court métrage. Voilà donc. Qui n'ont rien à voir avec Hello Geekette. Qui n'ont rien à voir, D'accord, sauf c'est qu'on le long retrouvera les mêmes métrage têtes, ou, mais le court, non, c'est vraiment des choses différentes. c'est des choses différentes. C'est des D'accord. zombies. Ok. Voilà. Et donc la saison 3, si on l'a fait, ça va nous Et, occuper aussi. le troisième réal, Jérôme. Non, je pense pas. D'accord, oui, il non. n'y a pas de. Il voilà. le fera avec, on le fait tous Oui, ensemble. voilà, donc, vous restez voilà. assez sud Voilà, donc un long autoproduit et un court autoproduit aussi. François. Bah moi je suis sur beaucoup de projets hors dehors du Visiteur du Futur, donc que ce soit comme Nicolas, à côté on travaille sur des trucs plus ou moins intéressants. Là je suis assez content parce que c'est la première fois que j'ai des commandes par payé où j'ai pu dire non, je vais écrire le scénario, c'est pour votre bien. Super. Donc c'est la première fois où on me laisse cette liberté là, parce que d'habitude non, je fais ce qu'on me demande et après j'en parle même pas parce que bon c'est juste pour être payé. Donc là j'essaye de montrer que on peut faire des trucs de commande, mais qui peuvent marcher aussi et avoir un intérêt pour d'autres gens, à part les gens qui ont payé la commande. Donc ça, c'est le truc que j'essaie vraiment de faire. Donc bon, c'est un peu flou ce que je dis, hein. Mais en gros, j'ai réalisé récemment une sorte de commande de pub virale qu'on va diffuser donc à la rentrée. Sinon, à part ça, j'ai 2 longs métrages que j'ai écrits qui sont qui ont été optionnés par les boîtes de prod, pareil pour trouver tout le Des financements, quoi. financements. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Quel genre Fantastique. Ok. Voilà, Voilà, 2 films fantastiques, Mais il y a une base de films fantastiques en France. Oui, voilà. Donc C'est juste que c'est pas les bons qui sont produits. C'est pour ça. Il y a la saison 2 du Visiteur que j'aimerais bien mettre en place. Il y a une autre web-série, pareil là pour le coup c'est plus une commande d'une boîte qui aimerait que je réalise une web-série où ils me laissent un peu de liberté, c'est juste qu'il faut que ça se passe dans leur bureau, a priori. Ouais. Donc ça peut être bien. Demain je fais des essais avec des comédiens, on va voir comment ça se passe et on va voir si le budget est validé. Pareil, il peut tout ce que je dis, il se peut que ça se fasse pas, hein. Mais c'est pour ça que je parle de choses qui sont à l'état de projet Voilà. et de. Et tout ça découle du Visiteur du Futur ou Oui, dans le sens où depuis le Visiteur du Futur, vraiment, ces choses ont permis Il y a de. quand même des choses qui se sont accélérées grâce à. Oui, on est voilà, bien totalement. d'accord. C'est-à-dire qu'on m'a demandé de réaliser une web série parce que le mec avait vu le Visiteur du Futur, il a dit ok, tu vas réaliser une web série parce que je sais que tu peux le faire, c'est tout. Pour les longs métrages, ça fait longtemps que j'en écris. Pour l'instant, il n'y a pas de lien direct avec la web série et le long métrage. C'est-à-dire que ça se saurait que. c'est une marotte un peu plus. Voilà, c'est un truc que je mets personnelle. de côté, que je fais vivre en parallèle. Et si un jour, j'ai accès à un peu plus de notoriété par rapport à un autre projet, peut-être le long métrage va pouvoir en bénéficier, etc. Donc tout ça, c'est des trucs qu'on fait en parallèle pendant des années en fait, finalement. Et, vous n'avez pas eu les mêmes portes, vous et Hello Geekette. Peut-être parce que vous êtes aussi 3 réalisateurs, c'est plus compliqué. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que François a pas mal d'opportunités. Puis, ces opportunités, c'est des promesses. Hein, c'est voilà, pas, oui, c'est pas de l'argent, mais hein. on espère qu'elle se concrétise pour toi. Mais peut-être que pour Hello Geekette, qui jouit quasiment de la même notoriété sur Internet, du moins en France, peut-être moins d'opportunités. Oui, tu veux dire que oui, nos projets sont pas. On ne dit pas vous êtes Hello Geekette, donc on. Venez, on a besoin de vous. C'est vrai que non, on est parti vraiment sur le truc de faire tout nous-mêmes pour l'instant. Donc après, s'il y a des gens qui viennent, ils seront reçus. Mais open, ouais. pour l'instant, on est un peu dans la démarche. On fait nos trucs nous-mêmes. Alors peut-être que la diffusion sur No Life du Visiteur, même si No Life. Cela dit, No Life, on en revient, on y est allé ce matin, on a discuté avec le patron No Life qui nous disait que les indices d'audience étaient vachement bons. Ils l'ont appris récemment. Voilà, donc c'est plutôt encourageant. Donc mine de rien, le Visiteur du Futur a dû pas mal aussi cartonner à ce niveau-là. Et Hello Geekette peut-être a tout intérêt à creuser un peu du côté des chaînes ADSL qui sont toutes déficitaires, mais qui recherchent toujours des programmes un peu originaux, quoi. On a essayé. Et on nous a dit non. Alors c'était avant que ça marche, donc peut-être faudrait réessayer maintenant, mais on nous a dit non. Faut pas lâcher l'affaire. Hein. Faut pas lâcher l'affaire. Ce sera le mot de la fin. Enfin, pas vraiment le mot de la fin, mais on arrive à la fin de ce podcast. Alors merci déjà Nico et François d'être venus nous raconter un petit peu votre expérience et vous exprimer sur le monde des web-séries. Je trouve que c'était super intéressant. On va se terminer avec une petite question personnelle, un petit peu comme au début, sauf que là il n'y en a qu'une, et elle est vraiment personnelle. On va commencer par toi, Nico. Ton fantasme geek. Ah non, pas ton fantasme. Ah bah je vois.
Je vois qu'il se marre tout de suite. Comme ça. Non, c'est parce que je suis content à chaque fois, c'est Nico qui répond en premier en fait. Quand il y a des questions personnelles, c'est toujours pour Alors moi. on va commencer par toi, François. T'aurais dû fermer ta gueule. Oh, Quel est ton fantasme geek? Alors, je te demande pas si tu kiffes la princesse Leia en bikini, hein, mais si jamais quelque chose devait se réaliser, ce serait quoi? Mon fantasme geek, enfin ça va paraître, c'était d'aller au Comic Con. Donc, À Los Angeles ou alors par défaut à Paris, mais c'est-à-dire que depuis des années, je regarde le Comic Con chaque année, donc de Los Angeles, de San Diego, et je vois les plus grandes stars avec les Comic Con derrière, qui sont interviewés, qui défendent un projet. Et quand le Japan Expo / Comic Con, parce que bon, c'est encore une seule même convention, Mhm. m'a proposé de faire juste des conférences et des projections, même si c'était pas à la même échelle, etc. J'avais vraiment l'impression de vivre mon rêve, quoi. Donc t'as réalisé un peu ton fantasme une geek. partie, on va dire, voilà quoi. C'est quand même Après, super classe. Après, il y a, comment dire, bien sûr, c'est relatif. Hein, le succès des web-séries est très relatif. Voilà quoi. Il faut pas. Ouais, mais c'est des quand même stars, beau ce que tu dis, moi je trouve. Mais ça C'est m'a. Essaye franchement, ça m'a- de sous-titrer Le Visiteur du Futur en anglais, peut-être. Bah non, C'est jamais. à la rentrée, ça sera fait. Eh bah voilà. Voilà. Ah bah ça c'est plutôt cool. François, Nico, pardon, je me tourne vers toi Alors, maintenant. mon ou notre fantasme geek, je pense, ça serait d'avoir des guest stars d'acteurs qu'on aime bien dans Hello Geekette. Vous avez déjà entrepris les démarches pour ça ou pas? On essaye, mais. Parce que moi je suis libre. Et je peux te dire que j'ai le bras long. Et donc, je sais pas, moi, Et pas que le bras. Pardon. genre Christophe Lambert en Connor McLeod dans Hello Geekette, ça nous ferait beaucoup. Et marrer. Lambert, ce serait fun. tu cites à Lambert, tu peux avoir Besson. Ouais, ils sont assez proches maintenant. Et Sophie Marceau, pourquoi pas. C'est un peu dur à placer, mais voilà, donc des acteurs qu'on aime bien. Ça c'est un chouette Qui fantasme. viennent de faire une petite panne, ou Astier ou Alain Chabat, voilà, comme ça, dans Hello Geekette, ça serait très marrant. Super. Voilà. Très bien. Eh ben écoutez messieurs, merci encore. Merci C'est à la vous. fin de Merci. ce podcast Cryptshop.com, le premier podcast officiel. J'espère que ça vous aura plu. Bon, vous pouvez nous envoyer des critiques sur la manière dont on gère le son, hein, pas de problème, on est habitué. Page maintenant. Facebook, Il y a une page Facebook qui s'appelle Cryptshop.com, les podcasts. les podcasts de Cryptshop.com, il y a le site internet Cryptshop.com, plateforme de vente. Si tu ne parles pas devant ton micro, Bruno, on ne t'entendra pas. C'est vrai, excusez-moi. mais de toute façon, tu as une voix tellement suave et puissante qu'on t'entend même quand tu es à 1 km, donc pas de problème. On se donne rendez-vous le mois prochain. J'espère que vous serez fidèles au rendez-vous. Merci encore et à la prochaine. Ciao. Ciao tout le monde.